Mesdames et messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de notre journal de 15 heures. Au sommaire de l'actualité. À la une, dans l'actualité nationale, déclaration du ministre sur le travail, sur les travailleurs plutôt illégaux et étrangers. Et dans l'actualité internationale, la bande de Gaza, accord entre le Hamas et Israël pour faire redescendre les tensions. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Le ministre du Travail chargé de la réforme et de l'administration, M. Ismaël Ibrahim Roble, a tenu aujourd'hui la déclaration de la rentrée sociale dont le thème central était le travail illégaux dans des étrangers en République de Djibouti. Dans son discours, le ministre a rappelé aux sociétés et aux opérateurs de la place qu'il est formellement interdit de recruter des étrangers sans obtenir au préalable le permis de travail. Il a donc demandé aux employeurs de conformer à la réglementation du travail en vigueur et de régulariser la situation des travailleurs étrangers démunis des autorisations auprès de l'ANIFIP. Écoutons-le. Mesdames les travailleuses, messieurs les travailleurs, à l'entame de la rentrée sociale et de la reprise du travail par la majorité des travailleuses et des travailleurs djiboutiens, il me plaît de prendre la parole pour partager et échanger avec vous quant à nos espérances, mais aussi à nos attentes face aux défis de la nouvelle année de labeur placée sous le signe de la relance et de la reconstruction en mieux du monde du travail à Djibouti. Permettez-moi d'abord de jeter un regard rétrospectif et critique sur l'année écoulée avant d'évoquer une des premières initiatives qui marquera le marché du travail cette fois-ci. Le ministère du Travail, chargé de la réforme de l'administration, à l'instar des autres départements du gouvernement et sous la houlette de son Excellence le Président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, avait initié un certain nombre d'actions concourant à la stabilité macroéconomique et financière afin de protéger les salariés et les employés et les employeurs. En outre, on peut rappeler la mise en place d'un régime dérogatoire des relations de travail émis dans le décret 63 du 23 mars 2020 qui a régi le marché du travail pendant la période du Covid-19. L'attribution de l'indemnité compensatrice aux salariés et de l'allocation aux entreprises durant la pandémie émise dans l'arrêté 49 du 29 avril 2020. La prolongation de l'indemnité compensatrice aux salariés et de l'allocation aux entreprises pour une période de 2 mois en faveur des secteurs les plus affectés par la pandémie du Covid-19, notamment l'hôtellerie et les agences de voyage éditées dans l'arrêté 99 du 23 août. Enfin, le ministère du Travail, chargé de la réforme de l'administration, a élaboré un plan d'urgence et de résilience visant 4 objectifs majeurs relatifs au plein emploi productif et le renforcement de la protection sociale de toutes les Djiboutiennes et de tous les Djiboutiens. Et enfin, le ministre a informé les employeurs que des contrôles d'inspection des services concernés seront effectués et le non-respect de ces dispositions entraînera des sanctions prévues par le texte en vigueur de la législation du travail. Réécoutons le ministre. Chers compatriotes, chers partenaires, très certainement ces initiatives inédites dans le monde du travail à Djibouti ont été obtenues grâce à l'engagement civique et responsable de nos entreprises qui ont bénéficié de mesures d'accompagnement conséquentes. Cette ligne de conduite responsable a été menée à travers le dialogue social et chaque partenaire a pu contribuer au débat et à la mise en œuvre des actions. On ne peut que s'en féliciter. Pour permettre à notre pays de poursuivre cet élan et de renouer rapidement avec la croissance, il importe de mettre en œuvre une série d'actions et de mesures pour soutenir l'emploi et l'économie nationale. Parmi celles-ci, on peut placer en priorité la lutte contre le travail illégal des étrangers. Car, quelle que soit la forme qu'il prend, le travail illégal est une calamité. Il bafoue les droits des salariés qui en sont les premières victimes. Il met à mal le financement de la protection sociale. Il mine tous nos principes de vie et de nos valeurs sociétales. Il est même la négation de l'état de droit. C'est pourquoi la lutte contre le travail illégal des étrangers constituera la priorité de l'État et des employeurs. De l'État, bien sûr, pour une réglementation qui dissuade et sanctionne la fraude de manière efficace à travers ses services d'administration du travail,
revue et transformée pour la cause avec l'installation d'un service uniquement dédié à l'accueil et à l'enregistrement des étrangers au niveau de l'ANEFIP, mais également un service au niveau de l'Inspection générale du travail et de l'ordre social, et des employeurs nationaux et internationaux installés à Djibouti aussi, qui doivent contribuer à ce que le droit soit partout respecté. Je ne manquerai pas de rappeler ici que les conditions d'entrée et de séjour dans notre territoire sont fixées par la loi 74 du 21 février 2010, qui, dans son article 29, stipule clairement que la priorité d'embauche doit être réservée aux citoyens djiboutiens. J'annonce déjà qu'au niveau du ministère du Travail, un plan de lutte contre le travail illégal des étrangers concerté et élaboré sera mis en œuvre. Ce plan, par le renforcement de la loi, par le ciblage et la réalisation d'opérations de contrôle conjointes entre les services concernés, visera à éradiquer le travail illégal des étrangers partout dans le pays et à garantir la justice sociale et le développement. Dès lors, j'invite tous les employeurs à se conformer à la réglementation de travail en vigueur et à faire preuve de diligence pour régulariser la situation de leurs employés étrangers démunis des titres de travail auprès de l'ANEFIP dans les plus brefs délais. Avant de terminer ma déclaration, je voudrais rappeler à toutes et à tous les mesures nécessaires prises pour contenir la propagation du Covid-19, telles que les gestes barrières, la distanciation, etc. Bonne rentrée sociale à toutes et à tous. Je vous remercie de votre attention. Eh bien, pour nous en parler plus, nous avons avec nous le directeur général de l'ANEFIP, M. Chermake Mahmoud Omar Guelleh. Mahmoud Omar Guelleh plutôt. Bonjour M. Chermake, Monsieur le directeur. Alors, le ministre nous a parlé un petit peu des réformes de l'administration, a demandé aux employeurs de se conformer à la réglementation de travail en vigueur et à régulariser la situation des travailleurs étrangers démunis des autorisations de travail. Parlons-nous autant. Bonjour, merci beaucoup. Donc, le ministre a aujourd'hui fait un discours et un communiqué pour préciser le travail illégal qui existe à Djibouti, c'est-à-dire faire travailler un étranger sur le sol national. À Djibouti, comme vous savez, il y a une calamité, c'est que des employeurs font travailler des étrangers. Et donc, en ce sens-là, le ministère du Travail et à travers l'ANEFIP demande à ce que les employeurs puissent régulariser la situation de leurs travailleurs étrangers sur le sol national. Parce qu'ils encourent des peines nationales, ces peines allant de 500 000 à 1 million de francs Djibouti. Donc tout employeur qui fait travailler un travailleur étranger sans que cette personne ne dispose d'une autorisation de travail pour exercer son activité sur le sol national encourt des peines et des sanctions. Eh bien, est-ce qu'un service dédié aux travailleurs illégaux et où qu'ils puissent se procurer les documents nécessaires, est-ce que ces services existent à l'intérieur de l'ANEFIP? Bien sûr, l'ANEFIP existe depuis très très longtemps et à l'époque on appelait le service de main-d'œuvre. Donc sous l'appellation ANEFIP, actuellement il y a un service qui est dédié depuis très très longtemps pour accueillir les étrangers et les employeurs employant des étrangers à ce qu'ils puissent déposer les dossiers des demandes d'autorisation de travail. Ces demandes d'autorisation de travail sont traitées sous 48 heures et une personne qui dépose aujourd'hui une demande d'autorisation de travail et qui s'acquitte les frais du dossier disposera son autorisation de travail sous 48 heures. Donc nous demandons à ce que les employeurs puissent venir à l'ANEFIP et qu'ils puissent régulariser la situation de ces travailleurs étrangers. Et également, comme a dit le ministre, il y aura des contrôles qui se feront sur le territoire national et ces contrôles seront des contrôles surtout axés sur le travail des étrangers. S'il y a un employeur qui fait travailler un étranger de façon illégale, il encourt des sanctions et il doit actuellement, maintenant et à partir d'aujourd'hui, régulariser l'ensemble de ces travailleurs étrangers à l'ANEFIP. Alors pour nos téléspectateurs, quelles sont les pièces à fournir pour ces travailleurs illégaux? Les pièces sont très simples. Un travailleur qui est sur le sol national, lorsqu'un employeur veut engager quelqu'un, il doit, à première vue, avoir fait un contrat avec ce travailleur, avec cet employé. Ensuite, il doit déposer à l'ANEFIP le contrat
une demande auprès du directeur général ou une demande une délivrance d'une autorisation de travail. Et les pièces sont le contrat de travail, 3 photos d'identité. Si c'est un employeur qui a une entreprise ou qui a une société, donc la patente et le passeport valide de l'employé. Si la personne est par exemple un docteur et qui veut exercer sur notre territoire national, il doit passer au bureau ou bien à ce qu'on appelle au service qui s'occupe de la délivrance, l'ordre de médecin, qui délivre une attestation. Donc l'attestation doit figurer dans le dossier. Il faut savoir que la priorité est donnée aux Djiboutiens. Et donc un employeur qui nous demande de donner une autorisation de travail pour un caissier, nous refusons et nous rejetons. Lorsqu'un employeur nous demande un planton, c'est-à-dire quelqu'un qui prend un document d'un service pour amener à un autre service, ce planton, c'est un travail qu'un Djiboutien peut le faire, nous refusons. Lorsque un employeur nous demande par exemple un ingénieur en électricité, nous regardons la base de données de l'ANEFIP et si nous ne disposons pas, nous lui demandons de faire un appel sur les journaux nationaux, sur les médias, pour qu'il puisse nous prouver plus tard qu'il n'a pas obtenu une personne djiboutienne et que là, il a le droit de prendre un étranger. Mais si les compétences sont là, nous, à l'ANEFIP, nous nous battons toujours à ce que la priorité donnée aux Djiboutiens soit respectée. C'était la déclaration du ministre du Travail où nous avions avec nous le directeur de l'ANEFIP, M. Mahmoud Omar Guélé. Merci, monsieur le directeur. Nous passons à autre actualité où je vous en parlais hier soir. Un accident tragique s'est produit hier après-midi vers 16h sur la route de Lac Assal entre Tadjoura et Djibouti. La voiture avait quitté la région de Tadjoura vers midi à destination de Djibouti et l'accident s'est déroulé au lieu dit Assal Ragib entre la cité Moumina et le village de Karta. Le bilan est tragique. On dénombre 8 victimes, dont 3 décès sur place. Les autres durant l'évacuation vers les structures d'urgence de Djibouti. Plusieurs blessés, dont 2 en état de gravité, sont pris en charge dans les structures hospitalières. Selon les premières indications, les causes de l'accident seraient dues à la crevaison d'un pneu qui aurait provoqué la perte du contrôle du véhicule qui, d'après les premiers témoins, fait plusieurs tonneaux hors piste avant de se retourner sur ses pneus, comme on le voit sur ces images. Le préfet de Arta, M. Mohamed Cheikhou, conseille aux usagers de préserver la sécurité routière en évitant les excès de vitesse et le surcharge des véhicules pour de veiller à la sécurité routière. Par la même occasion, il a adressé ses sincères condoléances aux familles des victimes de ces accidents tragiques et souhaite prompt rétablissement à tous les blessés qui sont pris en charge dans nos hôpitaux, a-t-il précisé. Santé à présent, où le ministère de la Santé a initié une série de formations sur le renforcement des compétences des agents de santé dans les structures sanitaires du pays. En effet, cette initiative s'inscrit dans le cadre de la réforme administrative engagée pour améliorer les prestations des services publics. Dans sa phase finale, la formation en éthique et déontologie s'est déroulée à l'hôpital Chéreau pour une centaine des agents du ministère de la Santé, l'objectif étant d'améliorer la qualité d'accueil et des prestations de soins hospitalières. Donc l'équipe du ministère, l'équipe des services de formation du ministère de la Santé s'est déplacée à notre niveau pour faire des séries de formations en cascade au profit des majors. Eh bien, le directeur des ressources humaines et des formations, M. Mahmoud, a expliqué les objectifs et les grandes lignes de cette initiative de formation qui concernera l'ensemble des agents du ministère de la Santé. Le ministère de la Santé a initié à son niveau de procéder à un certain nombre de formations afin de rehausser l'ensemble de la prise en charge des plateaux techniques. À cet effet, un certain nombre de formations ont été programmées
Et à ce jour, une formation portant sur l'éthique et la déontologie à observer vis-à-vis des usagers de nos structures hospitalières est en cours. Et l'objectif de cette formation est de permettre à nos personnels de santé de se réapproprier l'ensemble des compétences qu'ils ont acquis sur leur processus initial de formation. Et l'idée qui est escomptée à travers cette formation par les ministères de la Santé est d'apporter une observation particulière, d'une manière rigoureuse, l'accueil et le processus de prise en charge des patients au niveau des structures sanitaires. Le ministre de la Santé, son Excellence Mohamed Ouassama Dirie, attache une importance particulière quant à l'accueil, l'éthique et les processus de déontologie qui doivent être observés quotidiennement dans nos structures et permettre à l'ensemble des patients, à l'ensemble des usagers des structures sanitaires de bénéficier de soins de qualité. Tout à fait autre chose plutôt. L'Ethio Djibouti Railway a réceptionné dimanche dernier 200 wagons. Cette cérémonie s'est déroulée à Nagad et a vu la participation du directeur général de la société de gestion du terminal à conteneurs de Doralé, Abdoulaye Adao Siged, du directeur général adjoint d'Ethio Djibouti Railway, Hassan Mohamed Kamil, du directeur des opérations du CCECC, Roba, du PDG d'Ethiopian Shipping Line, Wang Xing, du directeur général d'Ethiopie Djibouti Railway, M. Tilahoun. Conforme aux normes et standards de l'Union internationale des chemins de fer, ces wagons de dernière génération sont conçus selon des caractéristiques et spécificités ultramodernes. Par cette réception, les DR entendent accompagner une demande de mobilité sans cesse croissante, moderniser, rajeunir, renforcer le parc matériel roulant, augmenter la productivité et accroître l'offre des transports aussi bien grandes lignes que des marchandises, dit-on dans un communiqué. Ainsi, les locomotives seront appelées à assurer la correspondance avec les trains pour l'activité des fret logistiques. Poursuit la source, elle, permettront de faire face au transport par rail de voitures fabriquées. Cela également nous permettra de servir nos partenaires qui ne cessent de croître avec plus d'efficacité et d'efficience. Il m'est particulièrement agréable de vous adresser sincèrement nos sincères remerciements pour avoir bien voulu répondre à notre invitation et de nous honorer par votre présence. Nous vous remercions. L'Association nationale des collectivités locales de Djibouti a procédé hier à la distribution des vivres aux habitants de la cité Sharaf dans la commune de Balbala. Ces vivres sont composés de riz, sucre, huile, dattes et près de 105 familles vivant dans ces quartiers ont pu bénéficier de ce geste fort louable. La cérémonie de distribution a vu la participation du président de la commune de Balbala, les hauts responsables de l'Association nationale des collectivités locales de Djibouti ainsi que le chef coutumier du quartier. Dans son intervention, le président de la commune de Balbala a remercié la NCD pour ce geste noble qui offre aux plus démunis de la population. Le secrétaire exécutif de l'ONARS, Hussein Hassan Darar, s'est rendu hier, lundi, à Obok pour superviser une opération d'acheminement des migrants éthiopiens refoulés du Yémen en cette période de crise du Covid-19. Le secrétaire exécutif était accompagné dans son déplacement par le préfet de la ville d'Obok, Abdulmalik Mohamed Banouitar. Au total, 260 personnes de toutes sexes confondues étaient évacuées vers le site de quarantaine d'Awar Aouza à Ali Sebié, spécialement créé pour les migrants qui franchissent notre frontière afin de tester le Covid-19 et les soigner avant de les répatrier jusqu'à chez eux. L'ONARS, qui a le bras humanitaire du pays, s'occupe de toutes les personnes vulnérables qui franchissent notre frontière en quête d'une vie meilleure. Des maladies qu'ils peuvent avoir, comment prévenir les maladies, c'est toutes ces actions-là dont les risques est très élevé. Les maigres moyens que nous avons, c'est-à-dire l'appui de l'ONARS, l'appui que nous apporte l'OIM, si je parle de leur appui, c'est plutôt en termes de rations alimentaires et en termes sanitaires. On aurait aimé que l'État djiboutien puisse avoir l'appui en termes logistiques, mais également en termes sanitaires.
renforcer davantage l'aspect sanitaire et avoir aussi un camp approprié pour ces migrants qui arrivent du Yémen. Eh bien, dans le cadre du jumelage Tadjoura Dikil, la délégation de la ville blanche a pu visiter vendredi les sites touristiques les plus beaux et les plus admirés du pays, autrement dit le Lakabé. En effet, comme planifié dans l'agenda, la délégation a pu passer la soirée du vendredi au Lakabé. La soirée de l'Akabé en profitant sur ce beau paysage. Sur le site, à noter que la délégation a également profité de la levée et du coucher de soleil et tous ces miracles qui s'accompagnent et ensemble, les enfants des deux régions ont pu passer des moments agréables et conviviaux sur le site touristique de l'Akabé. La soirée était festive, pleine d'ambiance avec des variétés de chants et de danses culturelles présentées par les jeunes de cette région. Bref, la délégation a sincèrement apprécié et visiter les sites du Lakabé. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a offert aux élèves du primaire vendredi dernier un séjour inoubliable à Arta, à la 4e vague de 100 élèves du primaire, composé de 20 élèves de Dikil, d'Ali Sebié, près de 80 élèves de la capitale, dans 70% de la commune de Balbala, 30% des communes de Blaos et de Razdika. La gendarmerie nationale a encadré le cortège scolaire. Depuis le début du programme, rappelons-le, ces colonies de vacances a fait preuve, comme à son habitude, lors de cette visite, d'un professionnalisme sans faille en assurant la sécurité de ces dispositifs composés de 100 élèves, de 20 accompagnateurs. Ces déplacements honorés par la présence du DGE, du préfet adjoint, accompagné des inspecteurs des régions d'Arta, d'Ali Sebié et de Dikil, avaient, à l'instar des 3 dernières sorties, un triple objectif. Épanouissement, découverte et loisirs étaient également présents. Le chef de service du sport scolaire à tous les animateurs du BAFA. La visite tout d'abord sous la supervision du conseiller pédagogique Saad Hassan par les élèves de Dikil, d'Ali Sebié. L'académie militaire interarmée d'Arta a été un moment marquant pour ces écoliers qui, après avoir été accueillis par la fanfare, ont pu arpenter toutes les allées et prendre connaissance des structures de cette institution qui fait la fierté de la région d'Arta. Les écoliers de Okar et de Aska ont ensuite été accueillis par leurs camarades de Djibouti en danse et chansons. Tous les élèves ont participé ensemble avec joie et aux activités de loisirs comme le football, sans oublier le jeu de société. Et enfin, pour clore l'actualité nationale, la famille Mohamed Arif Burhan, à travers la voix du médecin-colonel Abdou Arif, tient à remercier l'ensemble des personnes qui ont apporté leur précieuse contribution aux funérailles de leur défunt père, Dr Burhan Mohamed Arif, ainsi que toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont témoigné leur soutien et ont partagé la douleur de ses proches. Nous exprimons aussi, entendu, notre profonde gratitude au président de la République pour son précieux soutien. Et dans l'actualité internationale, les autorités de transition du Soudan et d'une alliance rebelle ont signé lundi un accord de paix après des mois de négociations. Cet accord a été paraphé en 2 temps lors de la cérémonie de Juba, au Soudan du Sud, et d'abord le mouvement rebelle du Darfour, puis le mouvement rebelle du Kordofan Sud et du Nil Bleu. L'accord a été conclu entre le gouvernement soudanais et le Front révolutionnaire soudanais, une coalition de groupes armés. Les dirigeants ont signé l'accord à Juba, la capitale du Soudan du Sud, où la guerre a débuté en 2003 et fait au moins 300 000 morts et près de 2,5 millions de déplacés. Toujours dans l'actualité internationale, le mouvement de la résistance du Hamas et des forces d'occupation israéliennes se sont rendus pour mettre fin aux violences qui ont fait rage depuis plusieurs semaines en Liézer de la bande de Gaza, ont annoncé lundi les 2 parties. Dans le cadre de cet accord négocié par un médiateur qatari, le mouvement de la résistance du Hamas, qui a administré Gaza depuis 2007, promet de mettre fin au lancement des ballons incendiaires, tandis que l'État hébreu s'engage à faire cesser les raids aériens, a déclaré un responsable palestinien. Dans un communiqué, l'armée d'occupation israélienne affirme que les importations vers la bande de Gaza, interrompues en raison de ce regain de tension, reprendront normalement dès ce mardi. Cela inclut des livraisons d'essence qui permettront de mettre en marche l'unique centrale électrique du territoire. La pêche va être à nouveau autorisée également
dans un limite de 15 000 nautiques. Ces décisions sont tributaires de la poursuite de la calamité et la stabilité de la sécurité, ajoute-t-elle dans un communiqué. Mais pour le Hamas, qui réclamait la levée du blocus imposé au territoire, l'accord contient aussi d'autres mesures. Des projets humanitaires afin d'alléger la situation difficile dans la bande de Gaza seront annoncés bientôt, a-t-il dit dans le communiqué. Sans détail, ces mesures de Hamas évoquent un soutien à l'activité économique et une aide dans la lutte contre le Covid-19. Et enfin, dans l'actualité internationale, l'Union européenne va aider les pays en développement à avoir accès aux futurs vaccins contre le Covid-19. Bruxelles a répondu favorablement à l'appel de l'Organisation mondiale de la santé en acceptant de rejoindre le dispositif COVAX destiné à lutter contre les inégalités face au financement de ces vaccins. L'Union européenne va ainsi contribuer à hauteur de 400 millions d'euros sous forme de garantie. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous, place de nos programmes à téléviser.